Donc, bonjour à tous et à toutes. Je me présente, Samuel Lessard, agent de recherche et communication au Conseil interprofessionnel du Québec. Qu'est-ce que le Conseil interprofessionnel du Québec? Ben, tout simplement, c'est le regroupement des ordres professionnels que je vais vous expliquer plus en détail pendant la présentation. Un regroupement d'ordres professionnels, c'est très possible que vous ne sachiez pas exactement ce que c'est et ce que ça fait, parce que c'est, à notre connaissance, à l'heure actuelle, le seul regroupement de tous ordres professionnels d'une juridiction au niveau mondial. Donc, on est la seule organisation comme la nôtre au niveau mondial. On en est très fiers, mais ça ne nous permet pas de faire, malheureusement, de congrès d'organisations ressemblantes aux nôtres. Donc, on est seul toujours. Donc, la base du système professionnel, des ordres professionnels, c'est une profession qui est réglementée. C'est à la base même, c'est ce qui crée les ordres, c'est ce qui crée le système professionnel et c'est ce qui crée indirectement le conseil. Pourquoi est-ce qu'on réglemente une profession? La gravité du préjudice, c'est-à-dire que dans l'acte professionnel que vous allez poser ou que vous posez selon votre profession, il y a un risque. Il y a un risque, par exemple, un médecin qui ferait une opération de vous couper un bras. Il y a un risque pour un comptable qui fait la déclaration de revenus de votre entreprise de se tromper dans les chiffres. Il y a un risque pour le chimiste qui fait l'analyse des sols pour votre entreprise, ben, se trompe sur quoi que ce soit. Donc, à la base, quand il y a un risque pour la santé physique, la santé mentale ou la santé patrimoniale du client ou du patient ou du client, pardon, de l'usager, il y a donc nécessité d'avoir un ordre professionnel. Deuxième chose, la complexité de la pratique et ses connaissances et les connaissances requises pour exercer, c'est-à-dire que pour être professionnel, ça nécessite une formation qui est précise et qui est poussée. Donc, en tant que professionnel, vous êtes le spécialiste d'un domaine. Donc, nécessairement, lorsque vous recevez quelqu'un en consultation ou un patient ou quoi que ce soit, vous en connaissez davantage que cette personne-là. Donc, c'est une façon de se garder, disons, un certain contrôle sur votre exercice et sur la relation que vous allez établir avec la personne qui vient vous voir, de s'assurer que même si vous en connaissez davantage que cette personne-là, elle peut vous faire confiance parce que vous êtes un professionnel, membre d'un ordre. Donc, ce qu'on offre, en fait, c'est une protection des personnes donc, qui sont à la fois un patient, un usager ou un client, qui vont au-delà des protections de base que vous pourriez avoir, par exemple, de protection du consommateur ou toute autre règle qui permet de, disons, garantir la sécurité des clients. Comment est-ce qu'on réglemente une profession? Donc, c'est à l'État responsable de la juridiction de décider comment la réglementation va être faite au niveau des professions. Ça peut être l'État lui-même, donc un ministère qui décide de dire, bon, ben, nous, dans l'État, on va réglementer la profession de médecin. Et c'est le ministère, à ce moment-là, de la Santé qui va régir la pratique de tous les médecins dans l'État. Il peut aussi décider de déléguer ce pouvoir-là à un organisme mandaté. On va voir plus loin à quoi ça peut ressembler. Ensuite, pour réglementer, on peut réserver un acte ou le rendre exclusif. C'est-à-dire, je reprends l'exemple du médecin, pour opérer quelqu'un pour une appendicite. Ça doit nécessairement être un médecin. Donc, pour faire une opération, il faut être médecin. Pour faire de la comptabilité publique pour une entreprise, il faut nécessairement être comptable. Donc, c'est des gestes qui sont réservés à une certaine profession. Il y a aussi parfois des gestes qui sont réservés à des professions, mais pas à une seule. Par exemple, pour exercer la psychothérapie au Québec, vous pouvez être médecin, vous pouvez être psychologue, vous pouvez être psychoéducateur, vous pouvez être plusieurs, en fait, à avoir droit de pratiquer ça avec un permis, bien sûr, de psychothérapeute autorisé, mais plusieurs ordres peuvent dire, bien, OK, nos membres ont le droit d'être psychothérapeutes. Les valeurs de base qui tournent autour de ça, c'est deux choses, c'est la compétence et la probité. En fait, de façon très simple, ce que ça veut dire, la compétence, être bon, donc être formé pour savoir bien exercer sa profession, et la probité, bien, être bien, exercer avec un jugement éthique dans les décisions que vous avez à prendre dans le cadre de votre travail. Et pour réglementer, bien, on admet aussi des conditions particulières pour accéder à la profession. Au Québec en particulier, la façon dont on fonctionne, c'est avec le Code des professions, qui est une loi approuvée par l'Assemblée nationale en 1974, donc ça fait déjà un certain temps.
qui crée les ordres professionnels et qui dit, bon, ben, le pouvoir que l'État possède de réglementer les professions va appartenir aux ordres professionnels. Donc, c'est l'ordre qui délègue, en fait, c'est l'ordre à qui est délégué le pouvoir de réglementer la profession dans un but qui est la mission principale des ordres professionnels, de protéger le public. Donc, de s'assurer que lorsque vous faites affaire avec un professionnel, la première préoccupation du professionnel, c'est de bien vous servir, donc en étant compétent et en faisant preuve de probité. Et donc, voilà, il déléguait aux ordres la tâche de contrôler l'exercice. Donc, les ordres, ce qui est important de comprendre, c'est qu'ils sont autoréglementés. Ce que ça veut dire, c'est que quand vous êtes médecin ou peu importe la profession, ce n'est pas l'État qui surveille votre profession, c'est l'ordre professionnel. Donc, l'ordre, ce n'est pas l'État. Par contre, l'ordre est imputable et doit rendre des comptes au gouvernement, au ministère responsable de l'application des lois professionnelles, donc via les rapports annuels, via des mécanismes pour rendre compte de ses activités. Au Québec, à quoi ressemble le portrait en général? Donc, on parle de 52 professions réglementées qui sont l'apanage de 44 ordres professionnels, donc qui réglementent la pratique de 366 000 professionnels au Québec dans 3 secteurs que vous voyez ici, droit, administration, affaires, génie, aménagement et sciences, et santé, relations humaines. C'est quoi les conditions pour exercer une profession réglementée? La première, c'est d'avoir un diplôme reconnu d'un établissement québécois ou un équivalent, ce qu'on verra plus tard, ce qu'on veut dire par équivalent d'un diplôme. Parfois, il peut y avoir des conditions supplémentaires, c'est-à-dire que vous avez suivi votre formation dans un établissement québécois où vous avez le diplôme équivalent, peu importe. Tous les candidats à l'exercice d'une profession X doivent passer, par exemple, par un stage, passer par un examen, passer par un cours supplémentaire, mais qui est là, à ce moment-là, le cas de tous les candidats et pas seulement les candidats formés à l'étranger ou à l'extérieur du Québec. Et troisièmement, bien, ça prend une connaissance appropriée de la langue française. Vous êtes au Québec, donc vous avez remarqué la situation. Je ne rentrerai pas dans un commentaire politique, mais vous avez remarqué qu'on parle français généralement au Québec dans les services. Bref, j'essaie de faire ça le plus coulant possible. Et donc, ça prend une connaissance appropriée de la langue française pour pratiquer au Québec. Donc, la partie qui est intéressante particulièrement pour les professionnels formés à l'étranger, c'est la question du diplôme. Donc, pour ce qui est des personnes formées, quand je dis à l'étranger, en fait, c'est tout dépendant de la profession, soit à l'extérieur du Québec ou à l'extérieur du Canada, mais disons, prenons ça au sens large. À l'étranger veut dire, dans ce cadre-ci, à l'extérieur du Canada. Donc, il y a un principe et un processus qui s'appliquent ici. Le principe, c'est le principe de l'équivalence, c'est-à-dire que même si vous n'avez pas le diplôme québécois, votre diplôme obtenu dans un autre pays peut correspondre en tout point ou presque à un diplôme québécois. Donc, même si vous n'avez pas le diplôme de l'université québécoise, il est possible que l'université qui vous a délégué, qui vous a donné votre diplôme dans un autre pays, donne un diplôme qui est semblable ou qui est ressemblant. À ce moment-là, ce que vous pouvez faire, c'est le faire reconnaître comme étant équivalent au diplôme québécois. Et le processus, ben, c'est tout simplement chacun des ordres a un règlement qui permet de faire l'équivalence, qui permet de comparer, si on veut, les diplômes, de faire le processus d'équivalence. Et ce règlement-là, ben, c'est un règlement qui est approuvé par le gouvernement. Donc, c'est un processus qui est juridique, qui est encadré. Pour faire une demande de reconnaissance d'équivalence, qu'est-ce qui est important de faire? C'est de le faire le plus tôt possible. Ça ne s'applique pas à vous, parce que vous êtes au pays, mais vous auriez pu faire la demande directement de votre pays d'origine après avoir obtenu votre diplôme ou après avoir terminé votre formation. Vous auriez pu dire, bon, ben, tout de suite, je sais que je désire immigrer au Québec et je sais que mon diplôme dans une profession X est réglementé par un ordre professionnel au Québec, donc je vais tout de suite faire le contact avec l'ordre pour leur dire, voici, j'ai mon diplôme obtenu de l'établissement dans tel pays, j'aimerais faire reconnaître. Donc, vous pouvez déjà enclencher le processus. Il n'y a pas de moment minimal à partir duquel vous pouvez contacter l'ordre pour faire reconnaître votre diplôme. Vous pouvez le faire dès l'obtention du dit diplôme. Pour ce faire, vous contactez l'ordre professionnel par téléphone ou sur le site Internet. Maintenant, tous les ordres ont sur le site une section réservée pour les candidats formels étrangers qui explique habituellement de façon assez claire quel processus suivre et à qui s'adresser. Il y a aussi plusieurs ordres, là, je vous en mets une liste qui est non exhaustive ici, d'ordres qui offrent sur leur site Internet un processus d'auto-évaluation en ligne. Ce que ça veut dire, c'est que vous avez un questionnaire plus ou moins précis, mais souvent plus,
qui questionne votre pratique, qui questionne vos connaissances, vos compétences pour la profession. Donc, vous répondez à plusieurs questions, puis ça vous donne environ, puis là, je vous dis, là, faut pas s'y fier à 100 %, mais ça vous donne à peu près le temps que durera la démarche de reconnaissance de votre diplôme pour l'ordre professionnel. Ça va vous donner à peu près une idée du coût, parce que l'ordre, quand il fait la reconnaissance du diplôme ou de la formation, doit donc aller comparer avec ce qui se fait au Québec, donc aller en détail dans le diplôme, aller vérifier quels cours ont été donnés, quel nombre d'heures ont été données dans telle discipline et tout. Donc, il y a des coûts reliés à ça. Donc, ça va vous donner une idée des coûts aussi. Ça vous permet aussi de voir quels sont les documents officiels. Parce qu'on a des gens, ce qu'on entend de nos ordres, c'est que les gens arrivent, font une demande, mais n'ont pas le document officiel, n'ont pas le diplôme ou n'ont pas le relevé de notes officiel de l'établissement où ils ont enseigné. Donc, à ce moment-là, ça peut retarder le processus. Donc, si vous avez déjà, vous savez par exemple que pour s'adresser à l'ordre des sages-femmes, ça vous prend, en plus de votre diplôme, votre relevé de notes et une autre attestation, ben, vous le saurez comme ça à l'avance même. Vous allez pouvoir savoir exactement ce qu'il en est. Et même chose, vous allez pouvoir voir aussi au niveau des examens. Est-ce qu'il y a des examens particuliers qui sont nécessités, que vous devez réussir pour avoir accès à la profession? Donc, comme je vous dis, la plupart de nos ordres ont ça sur un site Internet où l'information y est expliquée de façon assez claire. Ce qu'il faut comprendre, comme je vous disais, c'est que c'est un règlement, donc c'est un processus qui est à la base juridique, mais les ordres, eux, s'efforcent de le rendre digeste et de le rendre compréhensible pour le commun des mortels. Et ça, je m'inclus là-dedans parce que c'est du règlement juridique, donc l'idée est de le rendre, disons, fonctionnel et compréhensible pour les candidats. La demande de reconnaissance. Ce qui est important de faire, c'est de présenter un dossier conforme. Ce qu'on veut dire par conforme, c'est-à-dire qu'il présente tous les documents qui sont demandés par le règlement. Donc, comme je vous disais, relevé de notes, diplôme officiel, ça peut être une attestation particulière pour un stage que vous avez fait qui était relié à la pratique dans votre pays d'origine. Pourquoi faire ça? Parce que, comme je vous dis, c'est un règlement. Donc, le règlement exige que lorsque vous remettez votre demande, bien, il y ait ces documents-là qui en fassent partie. Autrement, la personne qui reçoit le dossier, s'il manque un document, bien, le processus est bloqué et doit attendre ce document-là. Il y a des conditions particulières. Par exemple, si l'établissement d'enseignement dans lequel vous avez enseigné a subi un incendie et les registres ont été brûlés. Donc, il y a toujours moyen de s'arranger à ce moment-là. Si le diplôme, le document officiel est indisponible, il y a moyen de s'arranger. Mais normalement, la base, c'est que le règlement, ça vous prend ces documents-là. Sinon, bien, voyez, c'est comme je vous dis, ça peut retarder le dossier. Et il y a des frais pour la reconnaissance, comme je vous disais, parce que l'ordre prend votre diplôme et le décompose selon les compétences qui sont nécessaires à l'exercice de la profession. Donc, c'est possible selon le type de pratique, selon le type de diplôme que vous avez, que ce processus-là soit plus court ou plus lent. Donc, en gros, vous voyez, les frais, ce qu'on a à peu près, ça varie de 50 $ à 2 000 $. Donc, vous allez me dire, c'est très large comme braquette. En effet, mais comme je vous dis, il y a des diplômes qui sont plus précis, qui nécessitent d'aller vraiment en détail. Et à ce moment-là, ça prend un temps qui est supérieur. Puis ça prend aussi, il faut faire appel à des spécialistes pour déterminer, selon la formation que vous avez eue dans votre pays, à quel point est-ce que ça correspond à la formation au Québec. Parce que, je vous le dis, ce n'est pas fait par quelqu'un sur le coin d'une table qui évalue ça à peu près. C'est fait par des spécialistes, donc ça prend, faut engager ces personnes-là pour le faire. Donc, je vous dis, la braquette est de 50 à 2 000 $, mais une moyenne sur tous les ordres, on parle de 400 $ pour l'étude d'un dossier. Le règlement sur l'équivalence dont je vous parlais plus tôt contient deux choses principalement. Il contient les normes pour l'équivalence, qu'on va voir plus tard, et contient les procédures. Donc, quel document vous avez besoin, quel comité prend la décision par rapport, parce qu'encore une fois, comme je vous dis, ce n'est pas une personne qui analyse votre dossier selon l'effet que vous avez fait en entrevue ou quand vous l'avez rencontré. C'est un processus à suivre, donc il y a un comité qui prend la décision selon les documents qu'il a reçus. Et même chose pour la révision. Si vous recevez votre décision et que vous êtes insatisfait du résultat, il y a moyen de demander une révision. Et à ce moment-là, c'est un comité autre que le comité qui a fait la première décision qui analysera le dossier. Donc, encore une fois, il y a des délais reliés à ça, mais tout est une question d'équité pour s'assurer que chaque dossier est traité de façon objective et égale pour chacun.
Donc, je vous parlais des normes d'équivalence. Je vous les présente rapidement, là, à quoi ça peut ressembler. Donc, il y a deux types d'équivalence à l'heure actuelle au Québec. Soit le diplôme, donc vous arrivez avec le diplôme en tant que tel que vous avez fait dans un établissement d'enseignement, ou vous arrivez avec une équivalence de formation, c'est-à-dire que vous avez un diplôme, mais vous avez fait aussi parallèlement à ça, quand vous étiez en pratique, donc à l'emploi, des cours, vous avez suivi des stages qui n'étaient pas liés à votre formation de base, mais qui étaient autour de ça, si on veut, qui étaient dans le cadre de l'emploi ou dans le cadre d'études, mais qui n'ont pas mené nécessairement à un diplôme en tant que tel. Donc, il y a moyen d'évaluer ça aussi. Et de plus en plus d'ordres aussi vont évaluer aussi votre expérience de travail. C'est quelque chose qui est encore relativement récent dans le milieu, mais ça prend de plus en plus de place, c'est-à-dire que vous avez un diplôme qui date d'un certain nombre d'années, mais entre-temps, vous avez travaillé dans la même, si on veut, dans la même profession, vous êtes allé plus en détail sur un sujet particulier. Donc, il y aura moyen à ce moment-là de reconnaître cette expérience-là aussi. Mais je vous le dis, ce n'est pas tous les ordres qui font ça pour l'instant, mais on le souhaite assez prochainement. Donc, les documents nécessaires, bien, vous voyez, les documents officiels, relevés de notes et tout, le nombre de crédits, la durée des cours que vous avez suivis, une expérience de travail aussi, comme je vous dis dans certains cas, la traduction des documents, bien sûr, traduction officielle, si possible en français. Quoi d'autre? Bon, ben, vous voyez, dans le règlement, on a aussi les procédures sur qui étudie le dossier. Bien, comme je vous le disais, habituellement, ça va être un comité qui prend la décision. Ça peut être un comité, mais ça peut être aussi un sous-comité, si on veut, qui recommande au conseil d'administration, dire, bon, ben, OK, le conseil d'administration reconnaîtra que tel diplôme est équivalent au diplôme québécois. Le type de décision, on va le voir plus loin. Votre diplôme ou votre formation peuvent être reconnus soit en total, c'est-à-dire, ben oui, le diplôme est équivalent à ce que vous avez au Québec, donc voici votre permis, moyennant certaines recommandations qu'on a vues et qu'on reverra. Mais vous pouvez aussi vous faire dire, ben votre diplôme correspond à la pratique au Québec, mais il y a un léger décalage. À ce moment-là, ce qu'il va y avoir, c'est que l'Ordre va vous fournir une prescription de formation d'appoint, qui est en fait ce qui est nécessaire pour, si on veut, remplir le décalage entre votre formation et la pratique au Québec. Et des fois, des fois, il est possible que votre formation ne soit pas tout à fait, non pas qu'elle soit moins bonne, mais elle peut être juste un petit peu décalée par rapport à la formation au Québec. Par exemple, vous pouvez avoir les compétences A, B, C, D, E, mais au Québec, ce qui est nécessaire, c'est A, B, C, D, F. Donc, à ce moment-là, on va vous donner la compétence, on va vous prescrire un cours ou un stage ou un examen pour aller chercher la compétence qui est manquante, mais qui n'est pas nécessairement le gage que votre diplôme d'origine était moins bon. Des fois, c'est peut-être juste une question de réaligner par rapport à la pratique particulière au Québec. Donc, vous voyez les délais. Donc, vous avez tout ça dans le règlement, mais qui est une lecture très peu agréable, je peux vous le dire. Donc, si on prend l'ensemble des 44 ordres à l'heure actuelle, donc qui reçoivent des demandes d'équivalence, vous voyez 2011-2012, donc c'est les chiffres tout récents. On parle de presque 5000 demandes de reconnaissance d'équivalence, soit de diplôme, soit de formation. Donc, une augmentation de 600 % par rapport à il y a environ une dizaine d'années. Donc, c'est une réalité qui est nouvelle. Il faut comprendre que tous les ordres ne reçoivent pas le même volume de demandes. Il y a des ordres qui en reçoivent énormément. Je prends l'exemple des ingénieurs ou des infirmières. Eux reçoivent à eux deux, en fait, la moitié de, ces 5000 demandes-là. Donc, eux, c'est sûr qu'ils ont des processus qui sont extrêmement développés. Ils ont des comités qui sont sur place à l'ordre. Ils ont des gens pour être là, pour faire le suivi de votre dossier tout au long de la démarche jusqu'à l'obtention du permis, parce que c'est des ordres qui ont un membership qui est très large et qui ont beaucoup d'expérience avec la reconnaissance des diplômes. Il y a des ordres plus petits qui n'ont pas ces moyens-là, ces ressources-là, et on ne parle pas là, seulement de moyens de ressources financières, mais on parle de ressources humaines aussi. Par exemple, ça peut être une seule personne qui doit faire l'analyse des dossiers ou qui doit faire le traitement des dossiers pour ensuite l'envoyer à un comité qui est un comité parfois de professionnels en pratique. Donc, vous comprendrez qu'on peut difficilement leur demander de prendre une semaine de vacances pour venir faire l'étude des dossiers. Donc, ça doit se faire quand ils sont disponibles, donc un soir par semaine et tout. Donc, à ce moment-là, ça peut être un processus qui est un petit peu plus long. Mais ce n'est pas parce que c'est long que c'est nécessairement lent. Donc, sachez-le. Donc, au niveau du portrait statistique, le nombre de demandes, donc sur les 5000 demandes annuelles que vous avez reçues, que vous avez vues sur la diapositive précédente, donc ce qu'on remarque ici, c'est que, en gros, 92 % des demandes sont acceptées.
Ensuite, il faut aller voir la parenthèse. Acceptation complète, on parle d'environ 45 des dossiers, c'est-à-dire que vous déposez votre demande à l'ordre et dans 45 des cas, ils vont dire « bon, mais c'est parfait, votre diplôme est équivalent à celui du Québec ». Dans 47 des cas, l'acceptation partielle, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils vont dire « votre diplôme correspond, mais il manque un petit élément. Il y a un léger décalage qu'on va compléter via un stage, via un cours et tout. » Et puis là, ça varie vraiment d'un ordre à l'autre. Il y a des ordres pour lesquels c'est un stage qui va vous permettre de vous familiariser avec la pratique au Québec. Par exemple, est-ce que le technicien en laboratoire doit nécessairement passer voir le médecin à chaque jour pour voir les analyses qu'il va faire ou il est indépendant? Est-ce que, comment dire, je n'ai pas d'autres exemples qui me viennent en tête vite comme ça, mais donc c'est souvent des stages qui vont être là pour donner l'expérience québécoise de la pratique. Donc, il est possible que la pratique soit exactement la même, mais qu'au Québec, par exemple, le professionnel ait davantage d'indépendance dans le travail au jour le jour. Donc, je dirais que ça arrive que c'est des stages comme ça, donc qui ne sont pas nécessairement... Il ne faut pas s'attendre à ce que tout le monde ait à faire 1 an et demi, 2 ans, retourner à l'université, parce que le principe de base, c'est que vous n'ayez pas à réapprendre ce que vous avez déjà appris. Donc, l'ordre prend ça comme principe de base pour dire, bon, ben on regarde le document et on s'assure que la personne a... en fait, on peut lui prescrire un cours ou quelque chose le plus court possible pour faire l'équivalence de diplôme. Donc, la reconnaissance partielle, donc ce que je vous disais, qui est 47 des demandes en moyenne. Donc, c'est la formation qui est prescrite par l'ordre et qui est dispensée par un établissement d'enseignement. Donc, selon le niveau d'études requis par votre profession, ce sera une université ou un collège ou autre qui va donner le cours ou le stage. Et puis là, ben, c'est variable en durée et en coût. Bien sûr, si on parle d'un cours universitaire, c'est plus cher que d'aller faire un stage d'1 semaine, mais tout ça est à voir avec l'ordre selon votre cas particulier. Donc, il existe aussi une procédure accélérée. Donc, la procédure que je vous ai montrée là, c'est la procédure de base pour tout candidat formé à l'étranger, à l'extérieur du Canada. Il y a particulièrement pour certaines professions, les gens formés au Canada, donc dans certaines autres provinces qui ont un diplôme. Dans certaines professions, le permis va être automatiquement reconnu comme un permis équivalent au Québec. Parce que la profession, étant donné qu'on est dans le même pays, il y a quand même beaucoup de points qui ressemblent. Donc, pour certaines professions, le permis émis en Alberta va être exactement l'équivalent du permis au Québec. Pour les candidats français, vous avez peut-être entendu parler des ARM, les accords de reconnaissance mutuelle de l'entente Québec-France. Donc, pour 25 professions à l'heure actuelle, il y a un accord entre l'Ordre québécois et l'ordre ou le responsable de la surveillance de la pratique en France, qui fait en sorte que vous avez une procédure qui est accélérée, c'est-à-dire que vous donnez, voici mon diplôme français, et l'ordre ici au Québec a la connaissance parfaite de quel est le diplôme de la profession X en France. Donc, ils savent exactement, bon, ben, il va avoir besoin de faire 3 heures dans tel cours, un stage comme ça. Donc, tout est écrit et c'est plus rapide. Et pour certains ordres aussi, il y a des ententes de réciprocité. Par exemple, l'Ordre des ingénieurs, l'accord de Washington avec 15 pays, permet de... Donc, si vous avez été formé dans, je pense, principalement les pays du Commonwealth, certains pays d'Asie aussi, le diplôme est automatiquement reconnu parce que l'accord de Washington donne, si on veut, un barème de formation en génie pour tout le monde qui participe à l'accord. Donc, une fois que votre demande de reconnaissance sera reconnue, soit que elle a été reconnue directement, soit que vous ayez fait une formation d'appoint et que l'ordre ait dit « bon, ben, c'est parfait, vous avez suivi la formation d'appoint, votre diplôme est reconnu comme équivalent ». Vous intégrez donc ce qu'on appellerait le parcours québécois, c'est-à-dire que vous arrivez au point où se trouvent les candidats québécois quand ils viennent d'obtenir le diplôme. Ce que ça veut dire, c'est qu'à ce moment-là, vous intégrez le processus qui est le même que tout candidat à l'exercice d'une profession formé au Québec. La demande de permis, les conditions supplémentaires, comme je vous dis, c'est pas tous les ordres qui ont ça, mais parfois ça va être un examen, parfois ça va être un stage. Mais ce ne sont pas des examens ou des stages qui sont liés au fait que vous avez été formé à l'étranger. C'est tous les candidats doivent réussir ces exigences-là. Ensuite, l'inscription au registre et la preuve ultime de votre appartenance à l'ordre, le paiement de la cotisation annuelle qui varie d'un ordre à l'autre. Si dans le cadre de votre traitement, dans le cadre de votre demande, vous sentiez qu'il y avait un problème dans la façon dont le traitement de votre demande a été fait, il y a bien sûr la possibilité d'en appeler au comité de révision
qui, là, se questionne sur le processus de révision du diplôme en tant que tel. Mais si vous remarquez qu'au niveau humain, dans la relation que vous avez eue avec la personne qui a fait l'évaluation de votre diplôme, vous sentez qu'il y a eu un accrochage qui était lié à peu importe la raison, vous pouvez faire appel au nouveau commissaire aux plaintes en matière de reconnaissance. Je cherche le titre exact, puis je le regarde pour qu'il m'informe, mais en fait, le commissaire est présent ici à l'arrière. Donc, le commissaire reçoit une demande de n'importe quel demandeur qui sent que son dossier a été maltraité par l'ordre. Donc, il va faire l'analyse, il va faire une enquête, il va formuler des recommandations à l'ordre en disant, bien, l'ordre, dans tel dossier, vous devriez rendre vos processus plus clairs. Dans tel dossier, vous devrez vous assurer que le candidat qui provient de telle région, chez eux, bien, ils n'ont pas d'ordre pour réglementer cette profession-là. Vous devriez leur dire au début du processus, plus clairement, voici comment ça fonctionne. Il peut recommander à l'ordre de regarder un dossier en particulier. Il peut dire à l'ordre, bien, écoutez, il faudrait revoir ce dossier-là. Mais il est à noter qu'il n'a pas le pouvoir de contrainte. Donc, il peut dire à l'ordre, faites-le, mais l'ordre doit pas obligatoirement réviser le dossier. Et il peut aussi émettre des recommandations à l'ordre, mais aussi aux partenaires. Par exemple, si un ordre vous a prescrit une formation d'appoint à l'université X, qui est d'un stage et de 3 crédits dans une discipline en particulier, et que l'établissement d'enseignement ne vous l'a pas offert parce qu'il disait, bon, mais vous n'êtes pas un étudiant régulier ou quoi que ce soit, le commissaire peut aussi faire des recommandations à l'établissement d'enseignement en tant que tel. Donc, voilà ce qui fait le tour de la présentation. Je pense que je suis pile poil sur l'heure. Je m'en félicite pour une première présentation. Donc, voici les références qui pourraient vous intéresser. Le MIC, que vous connaissez déjà probablement, oui, j'imagine. Le site est là. L'Office des professions, qui est en fait l'organisme qui réglemente les ordres professionnels, tous les ordres au niveau québécois. Le commissaire aux plaintes dont je vous ai parlé et le Conseil interprofessionnel, qui est notre organisme, qui est le regroupement des ordres professionnels.